C'est le tueur en série le plus redoutable de l'histoire de la Russie. Tout ce qu'il aimait, c'était tuer. Il avait un regard méchant, on aurait dit un prédateur fait comme un rat. Pendant des années, il a semé la terreur dans la ville. Pendant des années, il s'est moqué de la police. On voulait l'arrêter pour qu'il n'y ait plus de victimes. Il s'attaquait aux gens seuls et vulnérables. Il agissait avec beaucoup de soin. Et il avait une manière bien à lui de répertorier ses crimes. Grâce à un accès inédit à la brigade criminelle de Moscou et à des images uniques de la reconstitution d'une confession dérangeante, voici l'histoire jamais racontée de la chasse au tueur en série le plus prolifique de Russie. Moscou a subi de grands changements depuis l'époque sombre de la guerre froide. Aujourd'hui, c'est une ville pleine de richesses, mais aussi de pauvreté, où l'on trouve des cathédrales dignes des plus belles cartes postales et des HLM peu accueillants. Mais c'est également la toile de fond du plus célèbre tueur en série de l'histoire de la Russie. Le parc de Bitsa est une étendue boisée de 22 km² dans le sud de Moscou. C'est un endroit populaire où les Russes jouent aux échecs ou se promènent tranquillement. Mais pendant des années, il a caché un terrible secret. Le samedi 15 octobre 2005, la police de Moscou a retrouvé le corps de Nikolai Vorobiev, 31 ans. Il avait d'atroces blessures à la tête. Denis Adamenko était l'un des premiers policiers sur les lieux. C'est exactement à cet endroit qu'on a trouvé une des victimes. Évidemment, quand on l'a retrouvé, ce n'était pas beau à voir. Il avait de nombreuses lésions au cerveau, une bouteille plantée dans le crâne, et il y avait des morceaux de cervelle par terre tout autour du corps. Un mois plus tard, un autre corps est retrouvé, celui de Nikolai Zakharchenko, 63 ans. Presque 2 semaines plus tard, il y en avait un autre, Vladimir Didoukine, et une semaine après, celui de Nikolai Koryagin. À Noël, 7 personnes avaient été retrouvées assassinées et mutilées dans le parc de Bitsa. Aucun des corps n'avait été caché et rien n'avait été volé aux victimes. Quoi qu'il en soit, tous avaient la même horrible blessure caractéristique, une bouteille de vodka ou un bâton enfoncé dans une plaie béante à l'arrière de la tête. Il nous paraissait clair depuis le début qu'on avait affaire à un tueur en série. Les enquêtes complexes concernant des homicides sont prises en charge par la brigade criminelle de Moscou. L'enquêteur le plus ancien et le plus expérimenté est Andrei Supronenko. Il est souvent en conflit avec les milieux criminels de Moscou et enquête sur les meurtres les plus violents de la ville. Il a l'habitude de gérer les affaires compliquées et dangereuses, comme celle qui a coûté la vie à son prédécesseur. J'ai décidé d'ouvrir une enquête pour cette affaire criminelle en février 2006, quand il était devenu clair qu'on avait affaire à un tueur en série. C'était difficile, car il ne nous laissait pas un instant de répit. De nouveaux corps étaient retrouvés toutes les 2 semaines environ. On n'avait pas une journée de pause. Avec 7 corps découverts par la police et un tueur en série en liberté, Moscou vit à présent dans la peur. Yana Zarkinskaya, une journaliste d'investigation, est immédiatement attirée par l'affaire et couvre l'histoire pour la presse russe et britannique. On a réalisé qu'un tueur en série, un maniaque, agissait dans le parc de Bitsa. On l'a appelé le maniaque de Bitsa. Les gens en avaient peur.
Le parc de Bitsa est un endroit très populaire pour se détendre et s'amuser. Mais les gens avaient peur d'y aller, car il y avait un sentiment d'insécurité. Même si elle découvre de nombreux corps, la police a peu d'indices sur l'identité du maniaque de Bitsa. Le tueur ne laissait pas de traces. On a essayé de ramasser différents objets trouvés sur les lieux du crime, mais nos analyses ne révélaient aucune trace, pas même une empreinte digitale. Il agissait avec beaucoup de soin. Les enquêteurs ont besoin d'aide. Ils se tournent vers le seul homme qui peut leur en fournir. Le professeur Vladimir Vorontsov est l'un des médecins légistes les plus expérimentés de Moscou. Il analyse les victimes de meurtre de la capitale russe depuis près de 40 ans. C'est à lui que revient la tâche délicate de déterminer la cause exacte de la mort de ces victimes mutilées. Toutes les blessures étaient infligées à la tête. Il y en avait beaucoup. Les plus grosses blessures se trouvaient à l'arrière et sur le côté de la tête, mais aussi sur le visage. C'était comme une carte de visite pour ce criminel. C'était sa signature. Voici les crânes de certaines victimes retrouvées dans le parc de Bitsa. Ils ont subi de gros chocs. Même si peu de preuves ont été relevées lors de l'autopsie, le professeur Vorontsov parvient à déterminer l'arme du crime la plus vraisemblable. Cette fracture a été causée par un objet contondant, comme par exemple un marteau. Mais qui est donc ce tueur au marteau qui sévit dans le parc de Bitsa? En l'espace de quelques semaines, des développements spectaculaires ont lieu, annonçant la clé du mystère. Mademoiselle, venez là! En janvier 2006, la police de Moscou se retrouve avec 7 meurtres non élucidés sur les bras. Toutes les victimes ont reçu des coups de marteau dans le parc de Bitsa, au sud de Moscou. Toutes ont la même blessure caractéristique, le goulot d'une bouteille de vodka enfoncé dans une plaie béante à l'arrière de la tête. D'après l'enquêteur principal, Andrei Supronenko, il n'y a absolument aucun indice. Personne ne savait rien. On ignorait si le tueur était un homme, une femme, un enfant, s'il habitait les environs, s'il y vivait avant ou même s'il connaissait bien le parc. On n'avait aucune information. Avec peu d'informations concrètes pour poursuivre l'enquête, les rumeurs et les théories abondent. Mais un endroit proche de là attire l'attention des enquêteurs. Le tueur se trouverait-il sous leur nez? Il y a un hôpital psychiatrique près du parc de Bitsa. Certains patients stables ont le droit d'aller se promener dans le parc lors de permission d'une journée. Il y avait donc une théorie selon laquelle le tueur serait un patient de l'hôpital qui se serait échappé et se cacherait dans le parc de Bitsa pour tuer des gens. De nombreuses personnes ont été contrôlées. Toutes celles qui éveillaient des soupçons étaient arrêtées et interrogées par la police. Mais sans suspect principal, la théorie du patient de l'hôpital psychiatrique ne mène à rien. Puis il y a eu une autre piste plus intéressante. Les victimes sont principalement des hommes d'âge moyen dont personne ne se souciait et que personne n'allait rechercher. Comme depuis le début, les victimes n'étaient que des hommes, on a pensé qu'il s'agissait peut-être d'une femme. Personne ne savait quels étaient les mobiles des crimes. On a étudié différentes possibilités. 200 agents de la police de Moscou surveillent le parc de Bitsa. Leur mission est d'arrêter et d'interroger toutes les personnes qui leur paraîtraient suspectes. Mais le parc est vaste. Il fait 22 km², donc leurs chances de prendre le tueur en flagrant délit sont infimes. Mademoiselle, venez là!
Quand le travesti a été arrêté, il paraissait vraiment suspect. La police fait une découverte surprenante. Le travesti a un marteau dans son sac. C'était le suspect idéal. Mais le travesti prétend que le marteau ne lui sert qu'à se défendre en cas d'agression. Lorsque l'histoire s'ébruite, la presse s'en donne à cœur joie. On pensait que c'était la bonne personne. Et de nombreux journaux titraient « Le maniaque de Bitsa a été capturé ». Mais le travesti a un alibi convaincant. Dès la fin de la première journée, on s'est douté qu'il n'était pas le tueur. Mais il a fallu près de 24 heures de travail minutieux pour vérifier son alibi. Ce n'est que lorsque tout a été passé en revue qu'il a été libéré. Une semaine plus tard, Mahmoud Choldachov, une employée de supermarché de 25 ans, est assassinée. Chaque fois qu'un nouveau corps était découvert, les médias couvraient l'affaire de plus belle. La police et les procureurs nous mettaient sous pression pour que l'on trouve et que l'on arrête le tueur le plus vite possible. La pression imposée à la brigade criminelle devient très forte. Ils commencent à craindre d'être débordés, étant donné le nombre de victimes qui est désormais de 12. Des enquêteurs supplémentaires, comme Elena Poumirzina, sont appelés en renfort. Il nous fallait une équipe opérationnelle pour parer aux événements et aux prochains meurtres. Puis, il y a eu une avancée importante. À un moment donné, et pour une raison qui nous échappait, il s'est mis à tuer des femmes. En avril 2006, des enquêteurs trouvent le corps de Larissa Kouligina, une employée de supermarché de 48 ans. 2 mois plus tard, ils découvrent une 14e victime. En juin 2006, un autre corps a été découvert. Il s'agissait du corps d'une femme présentant le même genre de blessures caractéristiques, comme celles des autres victimes. On savait donc qu'il y avait un autre cas sur lequel il fallait enquêter. Ensuite, les enquêteurs font une découverte essentielle. Un ticket de métro dans le manteau de la femme assassinée. Commence alors un visionnage intensif des bandes de caméras de surveillance du métro de Moscou, afin de voir qui avait voyagé avec cette femme ce jour-là. Mais c'est un travail énorme. Puis, il y a eu une autre découverte capitale. 2 jours plus tard, les policiers m'appellent pour me dire que le fils de la femme assassinée est venu et a identifié le corps. La victime était une mère célibataire de 36 ans qui s'appelait Marina Moskaliova. Elle vivait seule avec son fils Sergueï. Quand on l'a interrogé, il a dit que sa mère était sortie se promener avec son petit ami Sacha. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Alors que les enquêteurs reconstituent les derniers faits et gestes de Marina, son fils donne un indice essentiel. Avant de partir, Marina a essayé d'appeler son fils sur son portable pour lui dire où elle allait, mais il ne marchait pas. Elle a laissé un mot disant où elle allait et avec qui. Elle a inscrit son nom et son numéro de téléphone. Le numéro de téléphone appartenait à un employé de supermarché de 32 ans, Alexander Pichouchkin. En Russie, Sacha est un diminutif d'Alexander. C'était le premier indice concret qui nous menait à Pichouchkin. On a tout de suite trouvé son adresse. Au même moment, les enquêteurs étudient les bandes des caméras de surveillance de la station de métro. En passant les détails au peigne fin, on a retrouvé Marina Moskaliova marchant avec un inconnu dans la station de métro.
Ce sont les dernières images de Marina Moskaliova vivante. Elle ne le sait pas, mais elle marche avec un homme qui a un marteau dans son sac et qui a bien l'intention de la tuer. Cet homme est Alexander Pichouchkin. La vidéo a confirmé que c'était bien lui avec Marina. C'était la preuve qu'il nous fallait pour l'arrêter et l'accuser du meurtre de Marina Moskaliova. Le 16 juin, on a arrêté Pichouchkin. Il faisait nuit. Il était 10 ou 11 heures du soir. Il était très calme et au début, il niait tout. Je ne suis pas celui qu'il vous faut. Ce n'est pas moi. Je ne sais rien. Lors de son arrestation, il est seulement soupçonné du meurtre de Marina Moskaliova. Mais avec les preuves qui s'accumulent contre lui, le mot laissé par la victime et la vidéo de ses derniers instants en vie, les enquêteurs sont convaincus qu'ils ont trouvé leur homme. Et Pichouchkin s'en rend compte très vite aussi. En général, ils avouent. Tout le monde finit par avouer. Je n'avais aucun doute. Elena Poumirzina a raison. En l'espace de quelques heures, Alexander Pichouchkin avoue le meurtre de Marina Moskaliova. En fait, le maniaque de Bitsa, comme vous l'appelez, c'est moi. Après 8 mois de travail méticuleux, les enquêteurs détiennent enfin leur homme. Évidemment, lorsqu'on a arrêté le tueur, on a été tous très satisfaits. Les enquêteurs peuvent enfin reconstituer les derniers instants de Marina. Elle avait rencontré Pichouchkin le 13 juin. Il lui avait proposé de faire un pique-nique dans le parc. Il a dit... J'étais assis avec elle pendant très longtemps. On était seuls et je me demandais si j'allais la tuer ou non. En fin de compte, j'ai décidé de la tuer. Car si je ne le faisais pas, ma vie deviendrait un enfer. Les enquêteurs soupçonnent Pichouchkin d'avoir commis 14 meurtres dans le parc de Bitsa. Mais ce qu'ils apprennent ensuite est un véritable choc. Évidemment, personne ne pouvait imaginer le véritable nombre de crimes qu'il avait commis. J'ai commis 61 meurtres, dont 60 d'entre eux dans le parc de Bitsa. Pendant 14 ans, j'ai fait vraiment tout ce que je voulais. Absolument tout. J'étais presque comme Dieu. Ces aveux sont stupéfiants. Quand il a avoué, c'était un véritable choc pour tout le monde, car c'est un chiffre énorme. Avec 60 victimes, Pichouchkin serait le tueur en série le plus prolifique de Russie, encore plus que le pervers boucher de Rostov, Andrei Chikatilo. Il fallait absolument tout vérifier, ce qui allait être long et fastidieux. Les enquêteurs trouvent alors quelque chose qui leur fait penser que l'histoire de Pichouchkin pourrait être vraie. Lorsque Pichouchkin a été arrêté, son appartement a été fouillé. On a retrouvé l'échiquier avec des numéros collés dessus. Chaque chiffre, chaque nombre correspondait à un meurtre. Je voulais commettre un meurtre par case de l'échiquier. Mais cet aveu incroyable était-il vrai? Il aurait pu dire n'importe quoi, mais on n'allait pas le croire sans preuve. Et pour obtenir ces preuves,
ils allaient devoir se mettre dans la tête du tueur en série le plus prolifique de Russie. En juin 2006, après avoir retrouvé 14 corps dans le parc de Bitsa, la brigade criminelle de Moscou arrête Alexander Pichouchkine, soupçonné d'être le maniaque de Bitsa. Mais lors de l'interrogatoire, il n'avoue pas seulement les 14 meurtres dont ils ont connaissance. Il prétend avoir tué plus de 60 personnes, ce qui ferait de lui le tueur en série le plus prolifique de l'histoire de la Russie. J'étais presque un dieu. Mais ce qu'il prétend est-il vrai? Chaque aveu doit être vérifié et prouvé un par un. C'est un travail énorme. Un des noms que Pichouchkine donne aux enquêteurs est celui de Vladimir Fomin, un jeune homme qui a disparu sans laisser de traces en 2003. Nikolai Fomin se souvient du jour où son fils a disparu. Il est sorti le 14 octobre 2003, à environ 19 h, pour acheter des cigarettes. On ne l'a jamais revu. C'était un homme bien. Il était sensible et gentil. Il aidait tous ses amis et s'occupait bien de son bébé. En 2006, l'agent Poumirdzina m'a appelé. Elle m'a demandé de venir pour une déposition au commissariat de Leninsky Prospect. C'est là où j'ai découvert que tous les cas de disparition étaient regroupés dans un seul et même dossier, l'affaire Pichouchkine. Afin de constituer le dossier sur Pichouchkine, les procureurs ont besoin qu'il continue de parler. Cette tâche revient à Valeria Souchkova. Ma mission était de continuer à le faire parler afin de créer une relation psychologique avec lui. J'avais l'impression d'être le père de toutes ces personnes. Je leur ouvrais la porte vers un autre monde. Le premier meurtre, c'est un peu comme le premier amour. On ne l'oublie jamais. Plus vous êtes proche de la personne, plus c'est agréable de la tuer. Cela procure beaucoup d'émotions. C'était terrible d'entendre ce qu'il disait, même pour une enquêtrice expérimentée comme moi. C'était horrible d'entendre le plaisir et la joie dans sa voix quand il décrivait comment il leur éclatait le crâne et mettait des bâtons ou des bouteilles dans leurs blessures. En Russie, afin d'éviter d'avoir des doutes au procès, les enquêteurs emmènent les accusés sur la scène de crime, afin qu'ils reproduisent exactement ce qui s'est passé et ils filment les résultats. Dans le cas de Pichouchkine, les enquêteurs doivent vérifier ses déclarations stupéfiantes, mais ils veulent également le priver du plaisir qu'il prend en revivant ses meurtres brutaux. L'enquêteur Maxime Zarkov est le caméraman officiel. Je suis allé à Bitsa avec Pichouchkine 27 fois et j'ai filmé plus de 40 heures d'images avec lui. Pichouchkine a une mémoire incroyable en ce qui concerne les détails de ses meurtres. Ясно. А покажи, пожалуйста, на манекене, вот как ты наносил удары. Я вот так вот достал молоток, побежал и ударил. Заточенной частью? Ну, в смысле, заостренной? Тупой. Тупой, да? Тупой часть ударил. Ну, вот заорал сильно. Я, по-моему, ударил еще сразу. Он завалился вот так вот. На спину? На бок? Да, типа такого. Да. И дальше? Дальше я нанес ему еще несколько ударов. Удар по голове. Так. Разбит. Вставил ему в бутылку. Так. Водки. Голову. Вначале палки достал, потом все не подходило, я достал, выкинул. Вставил бутылку. Кипел очень сильно. Даже когда уже мертвый был сам. Ну, вроде раз там ударил, вообще. Le fait qu'il se souvienne de chaque moment dans les moindres détails était très utile. Il connaissait très bien les bois.
Il nous a montré les endroits exacts où il tuait les gens. Denis Adamenko est menotté à lui lors de ses aveux dans la forêt. Je n'avais qu'une seule chose en tête. Je voulais qu'il nous montre le maximum de choses, qu'il nous dise tout. Où il se débarrassait des corps. Je voulais le maximum d'indices. Mais l'affaire Pichouchkine ne peut pas être basée uniquement sur ses aveux. Lorsque les médecins légistes examinent les blessures au crâne de Boris Gratchin, un homme de 64 ans assassiné dans le parc de Bitsa le 19 décembre 2005, ils font une découverte étonnante. Lorsqu'on a analysé les échantillons de peau, on a retrouvé des bouts de plastique dans les blessures. Notre conclusion préliminaire était que ces bouts de plastique pouvaient appartenir à l'objet utilisé pour asséner les coups. La police de Moscou retrouve ce marteau. Pichouchkine prétend l'avoir utilisé, mais il leur faut prouver qu'il s'agit bien de l'arme du crime. En analysant le marteau, on a découvert des éraflures profondes sur la surface de la partie du manche qui se trouvait près de la tête de l'outil. En les comparant aux particules que l'on avait trouvées, il était clair qu'il faisait partie de ce manche. Lors de ses aveux filmés, Pichouchkine révèle de nombreux meurtres incroyables et aussi comment, en tant que meurtrier, il saisissait toutes les opportunités de prendre des vies. Tous ces actes avaient pour but de commettre le maximum de meurtres. Le 18 janvier 2002, Pichouchkine rencontre un sans domicile fixe de 40 ans, appelé Slavin. Здесь был, так бросил, что-то начал щелкать, откроешь, вот такое. Он его приподнял, вот так вот, за ремень, по-моему, за что-то, штаны, вот так вот. И вот так вот положил наполовину его. Затем поддел ноги, и он полетел. Ну и потом я услышал только крик там внизу, старушечий такой пошел, когда он уже, видимо, упал. À l'époque, les gens pensaient que c'était un suicide. Personne n'imaginait que c'était un crime. Il savait parfaitement ce qui se passait. Il savait ce qu'il faisait. En creusant davantage, les enquêteurs établissent le portrait précis de l'homme qui prétend avoir tué plus de 60 personnes. Pichouchkine est né à Moscou, le 9 avril 1974. Son passé semblait sans histoire. Il a vécu avec sa mère et sa sœur dans cet appartement de la rue Kersonskaya. C'est un appartement typiquement soviétique, non loin du parc de Bitsa. Il avait un travail stable, dans un supermarché, était en général apprécié des gens. Sa vie était ordinaire, mais Alexander faisait tout pour être différent. Une équipe de médecins du plus grand centre psychiatrique de Russie a passé plus de 6 mois à analyser le passé de Pichouchkine. Evgeny Matchouchkine en faisait partie. Il n'était pas heureux. Il faisait son travail et il menait une vie solitaire. On sait qu'il avait essayé plusieurs fois de vivre avec des femmes et même de fonder une famille, mais il avait échoué. Le type de comportement auquel on faisait face était très complexe, mais il suivait un certain schéma, des efforts pour commettre des meurtres et des actes agressifs et sadiques. Pourquoi faisait-il tout cela? Ça lui procurait une certaine satisfaction et un plaisir sexuel.
Il montre clairement des signes d'un syndrome de sadisme agressif, combinant l'agressivité à la cruauté. Il se libérait de ses intentions agressives. Il avait le don pour s'entendre avec les gens et pour les mettre à l'aise. Il rencontrait facilement des gens et gardait contact avec eux, sans jamais laisser ses victimes se méfier et sentir le moindre danger. Et au moment idéal, il leur fracassait le crâne. Au cours des 40 heures d'aveux filmés dans la forêt, Pichushkin continue d'horrifier les enquêteurs par l'ampleur de ses meurtres. Pichushkin nous a menés sur les lieux d'un crime dont on ignorait l'existence. On y a découvert les restes du corps d'un homme qui n'avait jamais été retrouvé. Кости. О, видите, вот челюсть осталась. Вот еще кости. La mâchoire appartenait à Oleg Lavrenenko, un ouvrier de 36 ans de Saint-Pétersbourg. C'était un endroit assez isolé dans la forêt. Malheureusement, il ne restait pas grand-chose de cet homme. Les animaux avaient attaqué le corps et il ne restait quasiment rien. Oleg Lavrenenko est la 15e victime de Pichushkin retrouvée dans la forêt. Mais le tueur à l'échiquier prétend avoir tué plus de 60 personnes. Où se trouvent donc les 45 autres corps? En épluchant les dossiers, les enquêteurs se penchent sur un crime non résolu qui a eu lieu dans le parc de Bitsa 4 ans auparavant. En février 2002, la police municipale a reçu un appel d'un hôpital à propos d'une patiente présentant des blessures étranges. Ici l'hôpital numéro 6. Nous avons une patiente que vous devriez venir voir. Quand pensez-vous pouvoir venir? Maria Viricheva racontait une histoire inquiétante à propos d'un homme qu'elle venait de rencontrer et qui s'appelait Alexander Pichushkin. Que s'est-il passé? Je l'ai rencontré à la station de métro. Maria a rencontré Alexander Pichushkin le 23 février 2002, près de la station de métro Kharkovskaya. Elle venait de rompre avec son petit ami et n'arrivait pas à joindre les deux bouts. J'étais en train de pleurer. Il s'est approché de moi et m'a demandé ce qui se passait. Il m'a proposé d'aller boire un verre. Pichushkin a proposé de lui vendre des appareils photo. Il lui a dit qu'il les avait cachés dans le parc de Bitsa. À l'époque, Maria Viricheva était enceinte. Il m'a emmenée dans un coin isolé. Et m'a dit que les appareils photo étaient cachés dans les égouts. Il m'a dit de regarder dans les égouts. Entraînée par les eaux rapides, Maria Viricheva a réussi à rester en vie en se hissant dans des égouts désaffectés. Après être restée piégée pendant plus de 20 heures, elle est parvenue à trouver la force de sortir de ces égouts. J'essayais de trouver la sortie, mais je ne voyais rien. Je croyais que j'allais perdre le bébé à cause de cette ordure. À l'époque, malgré la déposition détaillée de Maria Viricheva, la police locale décide de ne pas poursuivre l'enquête. Elle savait qui avait tenté de la tuer et où le retrouver. Mais le policier lui a demandé de ne pas insister, car il ne voulait pas s'occuper de ce qui lui semblait être une affaire sans importance. Il pensait que ça n'avait pas d'intérêt, et il ne voulait pas de travail en plus. Ils ont raté une belle occasion.
Ils auraient pu l'arrêter beaucoup plus tôt et ainsi sauver plus de 20 vies. Les égouts allaient permettre de découvrir comment Pichouchkine s'était débarrassé des autres corps. Александр, что это за колодец? Ну вот в этом колодце я утопил. Сколько всего человек? Ну сейчас сколько по подсчетам получается человек 16, по-моему. Можно более точно. Voici une des bouches d'égout utilisées par Pichouchkine. Il y a un réseau d'évacuation des eaux sous le parc de Bitsa qui dessert toute la partie sud de Moscou. En termes de dégâts physiques, quand il les jetait dans les égouts, ces personnes avaient de la chance, si l'on peut dire, car la mort était quasiment instantanée. Le débit et la pression de l'eau sont tellement importants que lorsqu'ils ont mis un mannequin dans les égouts pour voir ce qui se passerait, il a été rapidement mis en pièces. Pichouchkine s'est débarrassé de nombreuses personnes de cette façon, dont sa toute première victime, Mikhail Oldichuk, un camarade de classe de 18 ans qu'il avait assassiné en 1992. Oldichuk avait refusé de suivre Pichouchkine dans sa série de meurtres. Puis, en février 2002, Pichouchkine s'est débarrassé du corps d'un garçon sans domicile de seulement 9 ans qu'on appelait Mitka. Pichouchkine prétend s'être débarrassé de 43 corps dans les égouts sous le parc de Bitsa. Il nous a même reproché de ne pas être capable de retrouver tous les corps. Je suis sérieux. Il nous a reproché de ne pas travailler assez dur. Il nous a dit que s'il n'avait pas jeté les corps dans les égouts, s'il les avait laissés sur le sol, on les aurait tous retrouvés. Mais une question demeure sans réponse. Pourquoi Pichouchkine commence-t-il par jeter ses victimes dans les égouts où elles disparaissent, pour ensuite les laisser dehors, où elles seront certainement retrouvées? J'ai eu l'impression qu'il n'arrivait plus à garder tout ça pour lui. Il voulait que tout le monde le sache. Il voulait, entre guillemets, que son œuvre soit reconnue. Je pense qu'au fond de lui, il voulait être arrêté. Il voulait attirer l'attention sur lui. Il voulait être célèbre et n'arrivait plus à garder le secret. Alexander Pichouchkine s'apprête à vivre son moment de gloire. Les procureurs de Moscou ont constitué un dossier solide contre lui, avec assez de preuves pour l'accuser de 49 meurtres. Sous le regard des médias du monde entier, le tueur à l'échiquier a un dernier coup à jouer. Le 13 septembre 2007, Alexander Pichouchkine, le tueur en série le plus prolifique de Russie, est jugé à Moscou. Il est accusé du meurtre de 49 personnes. C'est le point culminant d'une série de meurtres qui, pendant 15 ans, a plongé la ville dans la terreur. J'ai assisté à l'audience. C'était un vrai spectacle pour lui. Il voulait être le centre de l'attention. Et c'était exactement l'endroit où il pouvait l'être. Il y avait le jury, la presse, les procureurs et le juge. Tout tournait autour de lui et ça lui plaisait beaucoup. Tout ce qu'il voulait, c'était que le jury soit dans le tribunal, pour qu'il ait un maximum de spectateurs. Il racontait à la cour avec un malin plaisir ce qu'il avait fait. Ça lui plaisait beaucoup. Pichouchkine se retrouve enfin sous les projecteurs et il en joue au maximum. On lui demande s'il regrette. Pichouchkine a réfléchi un instant et il a dit « Oui, je regrette une chose. Je regrette que vous m'ayez arrêté si tôt. J'avais prévu de tuer une autre femme 2 jours plus tard. » Chaque jour, la cour entendait le récit d'environ 5 ou 6 meurtres. Pichouchkine était très réservé.
Il acquiesçait lorsqu'on lui posait des questions. Il disait « Oui, je l'ai fait, oui, c'était moi ». C'était choquant pour tout le monde. On pensait au moins qu'il demanderait pardon à ceux qui l'avaient tué. Il n'a montré aucun signe de remords. Mais l'homme qui prétend avoir tué plus de 60 personnes est-il sain d'esprit? Une personne démente ne réalise pas les conséquences de ses actes. Mais dans ce cas, les actes du sujet étaient déterminés et cohérents. Il était conscient de ce qu'il faisait. C'est pourquoi la commission d'experts en a conclu qu'il était sain d'esprit. Après un procès de 6 semaines, il faut moins de 3 heures au jury pour rendre un verdict unanime. Le lundi 29 octobre 2007, le juge Vladimir Oussov prononce la condamnation. Учитывая повышенную опасность совершенных преступлений, исключительно опасность для общества самого виновного, суд в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений считает необходимым назначить Пичушкину за совершение особо тяжких преступлений, повлекших массовую гибель людей, пожизненное лишение свободы. L'État et le procureur général sont fiers du résultat. Правосудие свершилось. Наказание назначено, то, которого заслуживает обвиняемый. Pichushkin passera le reste de ses jours derrière les barreaux, avec les 15 premières années en isolement cellulaire. Pour Nikolai Fomin, la condamnation rend justice à la mort cruelle de son fils, Vladimir. Il n'y a pas de peine plus grave que la prison à perpétuité. C'est tout ce qu'on peut obtenir, donc il restera en prison pour le reste de sa vie. Malgré le verdict de culpabilité, le corps de Vladimir Fomin n'a jamais été retrouvé. Cela apporte un léger réconfort à sa famille. Il y a de l'espoir. Tant qu'on ne retrouve pas le corps, il y a de l'espoir. C'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale. On informait les gens que quelqu'un avait disparu et cette personne réapparaissait au bout de 40 ou 50 ans. Et si nous aussi on avait cette chance-là, il pourrait revenir millionnaire de quelque part, peut-être même d'Amérique. Il a fallu 9 mois de travail acharné pour que Pichushkin soit reconnu coupable. C'était très dur et très stressant. On a énormément travaillé. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je ne l'oublierai jamais. C'était l'affaire la plus grave sur laquelle j'ai travaillé de toute ma carrière. Je m'étais déjà retrouvé face à des tueurs en série, mais aucun d'entre eux n'avait été aussi cruel et sans pitié que Pichushkin. Même s'il prétend avoir tué plus de 60 personnes, la police n'a jamais retrouvé tous les corps. La Cour avait assez de preuves pour le reconnaître coupable de 48 meurtres, un chiffre stupéfiant. Je n'avais jamais interrogé de tueur en série qui avait causé autant de victimes, mais j'avais eu des cas similaires. La seule différence dans cette affaire, c'est qu'elle avait attiré l'attention du public. Elle a secoué tout le monde. Je pense qu'il a tué autant de personnes car il aimait tout simplement tuer. Pichushkin est un tueur en série assez étonnant. C'est un vrai chasseur. Sa seule motivation était de tuer. Il n'avait pas d'autre mobile, malgré ce qu'on pouvait penser.